Se lancer sans compétences tech, est-ce un mythe ou une réalité en 2021? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette seconde table ronde avec mes trois invités que je suis très heureuse d'accueillir. Estelle Delessart, spécialiste des business applications Power Platform chez Microsoft. Benoît-Marie Flack, cofondateur de la pépite toulousaine XAR. XAR qui accompagne notamment Advalidem, entreprise spécialisée dans les travaux de performance énergétique. Témoignages et retours d'expérience précieux de son dirigeant Cédric Collomb. Bonjour à tous les trois et un grand merci d'être avec nous. Alors on l'entendait dans la vidéo, il faut se lancer dans le numérique. C'est plus facile peut-être depuis quelques années avec l'apparition et le boom du mouvement no-code, low-code. Alors c'est une vraie alternative à la programmation de logiciels. Cela permet de créer un site web ou une application mobile sans être un développeur confirmé. Est-ce que c'est une définition validée? Estelle Delessart, expliquez-nous ce que c'est le no-code et puis la nuance évidemment avec le low-code. Alors effectivement, depuis quelques années, on parle beaucoup de no-code, low-code. Donc il y a une nuance pour nous chez Microsoft en tout cas, puisque au départ on parlait plutôt de no-code. On avait des applications qui permettaient de créer, enfin on avait une technologie qui permettait de créer des applications très facilement. Et puis au fur et à mesure, avec les besoins qui ont un peu évolué aussi des entreprises, on s'est rendu compte que le no-code était peut-être un petit peu galvaudé, que c'était plutôt du low-code, parce qu'on a quand même besoin d'une certaine technicité. Alors on peut avoir les deux, hein, bien évidemment. C'est pas les mêmes populations qui vont répondre à ces besoins. Et donc on a un low-code, no-code. On peut répondre aux deux. Quand est-ce et comment il est né ce mouvement, Estelle? Quand est-ce qu'il est apparu? Alors quand est-ce qu'il est apparu? Plus ou moins. Il y a quelques années cette maintenant. Tendance, en tout cas. Cette tendance. En fait, pourquoi c'est arrivé? On a constaté sur le marché donc des solutions vieillissantes, des solutions applicatives vieillissantes. Et à chaque fois, quand on voulait les moderniser, les redévelopper, ça prenait du temps, c'était assez lourd, pas très flexible, plutôt rigide. Et donc, et puis après, il y avait aussi une pénurie de développeurs, parce que pour maintenir toutes ces solutions, il faut des gens qualifiés, des spécialistes. Et il y a eu quelques études qui sont sorties. Donc, ils estiment qu'en 2025, il manquera à peu près 4 millions de développeurs dans le monde pour pouvoir accompagner les entreprises dans leur transformation. Donc, alors, il y a des emplois en cybersécurité, il y a beaucoup d'emplois dans la partie low-code, no-code, bien évidemment. Et donc, avec ce constat, et bien du coup, Microsoft et d'autres entreprises, bien sûr, se sont lancées dans cette technologie pour permettre en fait à tout à chacun de devenir développeur, de devenir citizen développeur, puisqu'on fait vraiment on donne accès en fait à tout le monde pour être créatif et répondre à des besoins soit dans l'entreprise ou même à des besoins personnels. Alors vous l'avez dit, on a fait preuve de cet engouement de ce mouvement. Les GAFAM, donc comme Microsoft, s'en emparent. Microsoft propose depuis 3-4 ans Power Apps. Alors qu'est-ce que c'est un petit peu plus précisément? Vous avez commencé à nous en parler. Et à quel type d'entreprise cela s'adresse? Donc une Power Apps, en fait, c'est une technologie qui permet de créer des applications rapidement, qui permet de se connecter à l'ensemble des bases de données, récupérer de la donnée pour pouvoir la transcrire facilement à tout à chacun avec les informations dont on a besoin pour le créer, pour la création. À quelle entreprise ça s'adresse? À tout le monde. C'est vraiment, on peut prendre une start-up, une TPE, même une personne aujourd'hui, on le voit aussi pendant le Covid par exemple. On a des gens qui ont été très créatifs, qui ont créé des applications très rapidement grâce à ces technologies pour répondre à un besoin à un instant T. Parce que on a une idée et comment on la met en musique. Ces solutions, typiquement la Power Apps, peuvent accélérer la création et le développement et la diffusion sur tous les réseaux avec des connexions possibles. Alors à côté de vous, un concurrent un peu, j'ai envie de dire. Ça c'est du no-code. Benoît-Marie Flack, non, je rigole. Évidemment, avant de préparer ce TDD, on a pu discuter. Alors Benoît-Marie Flack, vous avez un parcours très atypique, un CEP bûcheron comme unique diplôme, et puis vous avez travaillé dans plein d'univers différents, dans la diplomatie, vous avez créé des sites web, fait du consulting, toujours à la recherche de cette quête de sens. Et puis une question qui vous taraudait quand on a plein d'idées. Comment les mettre en place numériquement sans passer par la case longue et parfois un peu coûteuse du développeur? Il doit bien y avoir un moyen. Et c'est un petit peu comme ça que ce cheminement vous a mené au no-code et puis après, un peu plus tard, à la création de votre entreprise XAR. J'ai bien résumé? Oui, très bien. Mais vous le direz mieux que moi. Mais j'ai bien aimé cette approche que vous aviez. Et puis, du coup, vous aussi, nous donnez votre définition du no-code. Oui, alors, moi, effectivement, j'ai fait un petit BEP bûcheron il y a quelques années
Et donc je suis plutôt du genre à mettre mes bottes et aller voir les boîtes dans les campagnes. C'est plutôt ce qui m'amuse et ce qui m'a permis de créer cette entreprise aujourd'hui. Et pour moi, le no-code, c'est effectivement on donne la capacité à tout le monde de créer leur propre logiciel sans savoir coder. Nous, effectivement, sur notre plateforme, on n'a aucune ligne de code et on n'est pas du tout limité parce que maintenant, on est en capacité de se connecter à tous les systèmes existants dans les sociétés. Tout ça en no-code, c'est vraiment sans aucune ligne de code et c'est très simple. Après, moi, je suis parti du principe qu'on voulait digitaliser les processus métiers, donc vraiment très proche du terrain, très proche des entreprises. J'ai passé beaucoup de temps à aller voir des entreprises, à comprendre leurs process, à comprendre comment ils réfléchissaient. Bon, beaucoup d'entreprises françaises. Et c'est vrai qu'on est... Et des Toulousaines aussi, ici à côté. Oui. et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a un esprit français. On pense à la Révolution française, on pense aux Lumières, plus récemment les Gilets jaunes, un peu révolutionnaire, un petit peu qui veut sortir de la boîte, qui est très créatif, qui a envie de bidouiller. Voilà. C'est un peu ça l'esprit français. Et ça, c'était votre constat quand vous alliez à la rencontre de ces entreprises. C'est une volonté de créer. Et en fait, j'ai eu l'impression que la plupart des entreprises se sentaient bridées par l'imposition qu'on leur faisait de logiciels existants, souvent de logiciels américains, qui ne correspondent pas à l'esprit français de j'ai envie de créer un truc, j'ai envie de créer un truc rapidement, efficacement, et selon mon mode de pensée. Et je pense qu'il y a une vraie différence, enfin moi c'est comme ça que j'ai constaté, j'ai eu l'impression qu'il y a une vraie différence de pensée, une vraie différence de mode de pensée, de mode de fonctionnement entre ce qu'on peut imaginer en tant que Français et ce que les logiciels SaaS existants américains ou d'autres pays essayent d'imposer aux entreprises en termes de mode de pensée. Voilà, moi c'est un petit peu mon constat. Voilà. Donc ça c'est ça la raison d'être de XAR. Exactement. Donc XAR, qui au bout de 2 ans vous avez déjà racontez-nous un petit peu le parcours donc de votre société toulousaine, made in France, qui propose donc des solutions no code. Comment elle a grandi cette société? Comme je disais, on a commencé par aller sur le terrain, aller vraiment dans les entreprises, sur les lignes de production, vraiment voir ce qui se passe dans les entreprises concrètement. Et alors concrètement, donnez-nous un exemple concret. Moi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est un petit exemple, c'est qu'en fait, on ne prend pas assez en compte la procrastination, par exemple. Je m'explique. Quand on a un processus interne qui paraît complexe, par exemple, je dois aller copier-coller des données depuis un tableur, puis ensuite je dois le mettre dans un fichier, et ensuite je dois envoyer ce fichier par mail, donc faire 3 actions simultanées, un petit peu embêtantes et chronophages. J'ai eu l'impression, en contactant et en étant au contact des entreprises, qu'il y avait plus de temps qui était passé à procrastiner, à faire une tâche un peu embêtante, qu'à faire la tâche elle-même. Mm-hmm. Et du coup, je pense que le no-code répond bien à ça, parce qu'on va automatiser toutes ces tâches-là très facilement, et au lieu d'avoir un système de la procrastination, on va avoir un système de la récompense. C'est-à-dire, on va juste cliquer sur un bouton, ça va effectuer toutes les actions automatiquement, ça va dire c'est bon, ça a été effectué, et du coup, on va être content d'avoir fait ce qu'on a fait, parce qu'on a eu juste à cliquer sur un bouton. Donc ça active le système de la récompense. Et donc, on va beaucoup plus vite à effectuer beaucoup de tâches internes qui, jusqu'à présent, étaient très chronophages. Voilà. Bon, mais ça, il faut qu'en amont, il y ait un manager qui pense tout ça, qui ait cette appétence pour les process métiers. On en a un, justement, aujourd'hui, Cédric Collomb, co-gérant depuis 2011 chez Advalidem, en banlieue toulousaine. Alors, c'est ce que je disais en préparant cette interview. Moi, j'ai senti de suite chez vous cette âme de manager, cette appétence pour les méthodes de travail, l'optimisation des process métiers. On l'a vu, il vient de le dire, que cette vision, elle était quand même primordiale, précieuse pour réussir cette transformation digitale. Racontez-nous, vous, chez Advalidem, Cédric, comment vous avez eu le déclic ou pour les enjeux de digitalisation. On en avait parlé en entretien. Le lancement de la campagne Isolation à 1 euro, ça a engendré beaucoup de contraintes dans votre société. Et là, il y a eu un déclic. Oui, tout à fait. Donc, nous, dans l'entreprise, on a toujours eu quand même cette appétence. Le micro bien proche de la bouche. Super. Pour les outils numériques. Donc, dès l'origine de l'entreprise, on avait des logiciels ERP classiques qu'on va pouvoir trouver sur le marché, sur Étagère. Bien proche le micro, Cédric, comme ça. Ouais. Allez-y. Et du coup, on a mis en place des outils métiers qui répondaient à un moment donné à notre croissance dans l'entreprise qui était raisonnée. On va dire, on est une petite entreprise, on est parti de peu nombreux, on était 3 dans l'entreprise, on est aujourd'hui 40. Donc pour accompagner cette croissance, on a eu besoin, notamment, est-ce que vous disiez la partie des aides de l'État qui ont poussé le marché vers de la gratuité sur des métiers sur lesquels on était présent historiquement. On a eu ce besoin
de faire un choix entre ce qui nous semblait être, on va dire, poussé vers du recrutement massif, on va dire, pour suivre, accompagner ce challenge, ou ce qui nous semblait être un petit peu court-termiste comme vision au vu des aides qui étaient disponibles, de mettre en place des solutions qui répondent à un process métier spécifique qu'on venait nous imposer. Alors sur ce cas précis là, de l'isolation à 1 euro. Typiquement sur ce cas précis, on nous a mis des contraintes qui étaient beaucoup administratives. Donc on a beaucoup de paperasse à remplir, beaucoup de documents à faire passer au service de l'État, qui prenaient beaucoup de temps à remplir. Alors que la donnée, on l'avait déjà, elle était exploitée sur le terrain. Nos chargés d'affaires allaient sur le terrain récolter ces informations, les faisaient passer au service administratif pour qu'ils remplissent des documents qu'on avait déjà remplis auparavant. Tout un tas de process comme ça. Et donc on a eu ce besoin vraiment d'avoir un process métier spécifique qui permet d'aller vite et efficace. Et alors comment vous avez fait et qu'est-ce que vous avez fait? Alors du coup, là, première... Une solution qu'on avait envisagée, c'était de prendre le logiciel qu'on avait d'existant, donc notre ERP classique, dire est-ce qu'il y a une possibilité sur cette ERP de faire quelque chose de spécifique pour notre process métier? Alors la réponse en informatique, elle est toujours oui, mais il faut voir le budget. Voilà, il faut voir le budget. Et alors c'était quoi le budget? Alors il faut voir le budget et également il faut voir le temps de mise en place, puisqu'on était quand même sur un système qui demandait une réaction rapide. Et donc le budget... Alors là, vous êtes posé la question quoi, d'un développeur à l'année? Allez, c'est quoi, 40 000 euros? C'est ça, c'est quelque chose comme 40 000 euros de développement pour avoir ce process métier. Et pour le coup, nous, ça nous a semblé vraiment impossible à atteindre. Vu notre taille, on était, donc à l'époque, on devait être encore une quinzaine dans l'entreprise. Donc c'était un budget trop conséquent. Du coup, on s'est tourné vers des solutions à force de recherche, des solutions, donc no-code, même si le terme on ne le connaissait pas à l'époque, qui nous ont permis rapidement de mettre en place alors souvent des logiciels de type formulaire automatisé, digitalisation de formulaires terrain, qui nous ont permis du coup de récolter la donnée, de la faire suivre tout le cycle de process de vente chez nous. Voilà. Et sur le cas du coup précis de ce chargé d'affaires là, pendant cette l'ISO à 1 euro, du coup cette solution ça a accéléré, il est passé de quoi, de 3 rendez-vous à 7 par jour? Exactement, c'est ça, c'est que ça a permis au rendez-vous terrain d'être, du coup le chargé d'affaires n'avait plus besoin de faire un devis, puisqu'il était automatisé directement chez le client en fonction des éléments qu'il récoltait. Donc il n'y avait plus besoin d'aller se poser au bureau pour faire un devis, plus besoin de remplir des dossiers, des attestations, de choses comme ça qui nous étaient demandées. Tout était automatisé, donc le temps disponible pour faire son travail, pour le chargé d'affaires, était consacré à 100% à son métier, qui est à rencontrer des clients. Voilà. Donc oui, en effet, on est passé de capacité de 2-3 rendez-vous par jour à 6-7 rendez-vous par jour. Alors un jour, pour développer, vous avez tapé no-code et vous êtes tombé sur XAR. C'est ça. Alors l'entreprise toulousaine au début, franchement, vous me l'avez dit, sans grand espoir, parce que vous pensiez que ce genre de solution, ça venait plutôt de la Silicon Valley, de chez les concurrents. Et puis finalement, vous avez été bluffé. Racontez-nous pourquoi, et Benoît nous parlera ensuite de sa rencontre et de votre accompagnement. Oui, clairement. C'est toujours surprenant parce qu'on avait du coup, au fil, alors, donc, par rapport au début du no-code, on va dire, c'était 2016, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, un petit peu à peu près. Donc on avait maturé un petit peu le sujet. Et c'est vrai que retrouver une solution qui allait être aussi complète à 2 patchs, quoi, c'est un peu ça. Et ça nous a semblé trop beau pour être vrai. Donc on s'est rencontrés, on a passé pas mal de discussions, on a fait des essais sur leur outil, et on a été totalement bluffés de la capacité de cet outil à aller beaucoup plus loin que ce qu'on avait même pu imaginer nous. C'est-à-dire que là où on était sur auparavant du no-code qui permettait de faire du process métier spécifique. Typiquement, j'ai ma campagne d'isolation, je vais traiter ma campagne d'isolation, mais ça va répondre uniquement à ce process-là. Ce qu'on a pu mettre en place avec XAR, c'est un process métier global pour toute l'entreprise et qui va permettre d'aborder un petit peu toutes les couches de l'entreprise. Alors Benoît-Marie, comment vous les avez accompagnés à Validem ?
Effectivement, on s'est rencontrés. J'ai bien aimé la petite phrase de on pensait aller chercher une solution dans la Silicon Valley. Il me l'a dit, ouais. Véridique. Et en fait, c'était à quelques kilomètres de chez nous. Et donc, effectivement, on s'est rencontrés dans nos bureaux, et on a discuté à cœur ouvert. Et alors, sur quelle solution vraiment et quelle méthode ? Alors, sur la solution, c'est simplement, effectivement, nous, ce qu'on propose aux entreprises, c'est de créer leur espace de travail du quotidien tel qu'ils l'entendent et comme ils l'entendent. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, un des plus gros challenges de tout ce qui est digitalisation des entreprises, c'est qu'on arrive devant des interfaces qui ne nous plaisent pas, qui ne nous semblent pas cohérentes avec ce qu'on pense et comment on le pense. Et nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est justement de faire du sur-mesure qui permet que quand on arrive dans son salon, qui est son ordinateur le matin au travail, on s'y sent bien, on s'y sent confortable et on a envie de travailler. Et du coup, c'est un petit peu ça. Avec Advalidem, on s'est dit, OK, très bien, ils ont beaucoup de process à digitaliser. Comment on va faire pour trouver une cohérence avec tout ça ? C'est-à-dire pour intégrer à la fois des RH, du stock, de la gestion de matériel, etc. Et petit à petit, ils ont vu que c'était possible de le faire avec nous. Nous, on a été très contents de les accompagner, on est toujours très contents de les accompagner. Et petit à petit, on voit des fonctionnalités arriver chez eux, comme dans toutes les entreprises qu'on accompagne. Mais voilà, on voit qu'ils développent des nouvelles fonctionnalités, qu'ils ont des nouvelles idées. Cédric m'a dit tout à l'heure que il y a quelques jours, il voulait créer un petit logiciel en plus de celui qu'il avait déjà sur un cas spécifique, voilà. Et il m'a dit, en 1 heure, j'avais exactement ce que je voulais, et c'était juste très satisfaisant. Et ça, je pense que clairement. Cédric, il va être développeur maintenant. Estelle, c'est un bel exemple de collaboration, en tout cas. Mais alors, on l'a bien senti. Enfin, moi, Cédric, on le sent qu'il aime l'informatique. Le week-end, chez lui, il y passe du temps, il y consacre du temps. Mais j'imagine que tout le monde n'est pas comme lui. Tous les managers ne sont pas comme ça. Alors, est-ce que cet outil no-code, il est vraiment à la portée de tous ? Oui, il est vraiment à la portée de tous. Quelles sont les conditions de réussite pour l'utilisation du no-code ? Alors, c'est l'appétence en fait de la technologie, certes, mais il n'y a pas que les managers qui peuvent apporter cette appétence dans une entreprise, parce qu'on le voit, qu'on soit dans une petite entreprise ou dans une grande entreprise. Nous, on a plusieurs cas. Typiquement, chez un Ikea, il y avait un vendeur qui était à Montpellier, d'ailleurs, ça vient de Ikea Montpellier. Un vendeur en avait marre que quand un client venait vers lui, il en savait plus que lui-même. Et donc, il s'est dit, c'est pas possible, il doit y avoir un moyen quand même dans cette entreprise de récupérer l'information. Et donc, il a lui-même créé, il s'est dit, il doit y avoir quelque chose sur cette planète qui doit pouvoir m'aider dans mon quotidien. Et il a tapé low-code, no-code, il est tombé pour le coup sur celle de Microsoft. Voilà. Pourtant, Montpellier, Exar. Bon. Mais, et du coup, il est parti avec cette idée en tête de faire une application pour lui-même, pour se dire, moi, je veux être plus sachant que mes clients. Et donc, il a été récupéré de différents endroits. Mais sur quelle problématique, du coup ? Sur la problématique un client arrivait, je veux la table Xardrop, je ne sais pas comment ça s'appelle, oui. Les noms très, très spécifiques d'IKEA, avec comment on doit le monter. Il y avait plein de demandes. Il était là, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, parce qu'il ne connaissait pas tous les articles de IKEA. Donc, il s'est dit, moi, je veux une base de données. Il y a une base de données, je veux récupérer cette information. Quand je tape un mot-clé, je veux que ça arrive directement et que je n'attende pas... que je ne me connecte pas au PC central, que j'attende l'information. Donc, il a créé lui-même cette application. À titre personnel ? À titre personnel, sur son temps personnel, il l'a créé et il l'a démontré. Et donc, après, il est monté, bien évidemment, il l'a montré à ses collègues et à sa direction. Donc, ça a été diffusé dans beaucoup plus d'IKEA, évidemment. Mais à l'initiative, c'était lui. C'était pas le manager qui a dit, c'était pas du haut vers le bas, c'était plutôt du bas vers le haut. Et c'est aussi ça, la capacité du low-code, no-code. C'est que tout un chacun, avec sa problématique métier, on est bien d'accord qu'à la base, c'est une problématique métier, pour répondre, pour améliorer son quotidien, qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux créer. Et ça, c'est le plus important. C'est ça, cette vision, cette stratégie en amont, avant de démarrer une éventuelle solution no-code, low-code, il faut avoir cette vision-là. Il faut avoir cette vision, et tout un chacun là, parce qu'on travaille dans une entreprise, on a envie qu'elle se développe, on a envie de l'accompagner. Donc, vous pouvez être à n'importe quel poste dans l'entreprise, vous pouvez avoir une idée, le créer, la solution est là la technologie est là pour vous accompagner, et puis après, ça peut être diffusé à tout le monde, suivant les besoins de chacun. Benoît-Marie Flack, c'est ça, cet usage illimité du no-code, cette notion de créativité, c'est vraiment ça ? Oui, et moi je trouve que ça correspond tout à fait à l'esprit français de bidouilleur, de petit artisan dans son coin et qui veut absolument faire ce dont il a envie et de la manière dont il l'a imaginé. Et il y avait une grosse frustration avant entre ce qu'on attendait d'un développeur 6 mois plus tard avec des frustrations liées à l'interface, etc. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on a quelque chose qui nous plaît, qui nous convient et qui nous aide à travailler. Et en fait, je trouve que c'est assez logique. Par exemple, avant, les menuisiers, on ne pouvait pas soi-même être menuisier, il fallait avoir des grosses machines qui coûtaient très cher, il fallait avoir une rivière avec un moulin qui faisait tourner ces machines.
Et petit à petit, il y a eu... maintenant, on peut acheter des machines de menuisier en ligne et être menuisier chez soi le week-end. Et c'est un petit peu pareil maintenant pour tout ce qui est logiciel. Avant, on avait besoin de développeurs pendant très longtemps. Ça a pris un peu plus de temps que la menuiserie, effectivement, parce que c'est plus récent. Mais aujourd'hui, n'importe qui est capable d'être le menuisier de son propre logiciel, quoi. Et c'est vraiment ça qu'on défend. Et nous, on le constate vraiment tous les jours chez nos clients. Et on constate une vraie satisfaction à réussir à faire des choses qu'on a envie de faire. Et ça, c'est très valorisant pour nous. Oui. Sur la question des limites, je ne vais pas vous la poser à vous. Cédric Collomb, est-ce que vous voyez une limite dans ce no-code ? Allez-y, c'est franc jeu. Je dirais, comme dans tous les outils, il y a des limites. On le voit au quotidien, puisqu'on travaille vraiment en permanence sur l'amélioration de nos outils donc sur la plateforme de Xar. Les limites qu'il y a aujourd'hui ne sont pas valables dans le temps, en fait. On voit qu'il y a des limites aujourd'hui sur des petits outils qu'on aimerait avoir, des petites progressions, mais elles sont très rapidement levées parce que c'est aussi un mouvement qui a un essor. Les plateformes sont assez récentes, elles évoluent en permanence. Donc les limites sont vraiment, aujourd'hui, j'allais dire, c'est l'imagination, est limitée dans un temps par une fonctionnalité qui n'y a peut-être pas aujourd'hui, mais qui sera là demain. Bien souvent, il faut juste la demander. Estelle, est-ce que les confinements successifs ont été un accélérateur de ces solutions ? Les gens, Benoît-Marie le disait, voilà, des bidouilleurs, l'envie de créer, ce temps qu'on a eu pour créer, pour inventer, des micro-entrepreneurs qui ont peut-être voulu aller plus vite, qui n'avaient pas les moyens, on l'a dit, de s'offrir les moyens d'un développeur ? Très clairement, la phase confinement a aidé à tout à chacun à être créatif. On avait du temps, enfin tout dépend qui, mais on avait plus de temps en tout cas, parce qu'on était confinés chez nous. Et donc, ça laissait la place à l'imagination, à la créativité. Et ces solutions qui sont vraiment très faciles d'accès et très faciles à prendre en main ont permis des développements. Ce que je disais tout à l'heure avec le Covid, la personne qui a créé l'application pour savoir où on en était et tout, c'est une personne, voilà, elle était chez elle, elle se dit comment je peux suivre un peu mieux ça ? C'est sur des technologies type low-code, no-code. Donc c'est vraiment ça qui est important. C'est voilà, on a une idée, comment je peux la mettre en application ? Je prends une technologie, quelle qu'elle soit, et comment je la diffuse derrière. Et donc on peut partir, comme Cédric, d'un logiciel qu'on avait existant et y rajouter des fonctionnalités. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Aujourd'hui, les solutions existantes sont vieillissantes, rigides aussi, la plupart du temps. Et donc toutes ces applications, toutes ces technologies permettent d'aller beaucoup plus loin. On va avoir par exemple, le service finance, ils veulent avoir de l'automatisation plus rapidement. Au service RH, ils veulent avoir des informations sur le terrain plus rapidement. Un commercial, il va vouloir avoir 3 informations utiles pour aller voir son client. Il n'a pas besoin d'avoir un CRM complet. Enfin, voilà, tout ça va faire que on va pouvoir lui donner accès à quelque chose de très rapide, très facile. Et tout un chacun peut le faire. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Et alors vous, Estelle, Estelle ou Benoît-Marie, quand vous allez voir une entreprise, justement, ils n'ont peut-être pas eu cette vision de process métier, c'est là, d'abord, où vous les accompagnez ? Alors nous, oui, on les accompagne, on les écoute principalement, parce que nous, on a des outils, évidemment, on a des ERP, des CRM, donc des solutions bien cadrées, bien flexibles, entre guillemets. Et donc, on écoute un peu leurs utilisations, leurs pain points, enfin, c'est quoi leur problématique au quotidien. Et puis, suite à ça, on leur dit, voilà, qu'est-ce qui ferait que vos collaborateurs seraient heureux de travailler sur ces applications, parce qu'on sait qu'elles peuvent être, l'interface peut être un peu grise, un peu morose. Voilà, nous, je sais pas, on va demander au métier, c'est quoi demain l'application qui ferait que ton quotidien serait beaucoup plus heureux. Et en fait, on va faire des ateliers d'idéation, et chacun va mettre ses idées sur la table. Et après, suite à ça, on verra quelle idée va en sortir et comment ça va être mis en musique. Et même au cours d'une journée, on peut avoir plusieurs applications qui vont sortir de ces ateliers, parce qu'en fait on va se rendre compte que le matin on va expliquer un peu le concept, et puis l'après-midi ils vont mettre les mains dedans, et ils vont tous se dire mais c'est top. Alors après, attention, évidemment on va pas laisser la main à tout le monde, chacun va pouvoir créer son application, mais on va quand même se regrouper autour du service informatique, parce que sinon c'est la foire d'empoigne, on va en avoir partout, et on va plus avoir la possibilité de savoir qui utilise quoi. Ça reste quand même des données d'entreprise, donc on fait pas n'importe quoi.
Et donc, on peut avoir, et justement, ça donne aussi, ça redore un peu le blason de l'IT dans les entreprises, puisqu'ils redeviennent un peu au centre des besoins métiers. On écoute les métiers, ça refait la relation entre tout le monde. On casse les silos. Nous, on aime bien dire ça chez Microsoft. On casse les silos, en fait, dans les services. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et donc, on va avoir une meilleure communication et une meilleure collaboration entre tout le monde. Du développement citoyen, un peu. Exactement, le développement citoyen. Et moi, ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est qu'effectivement, nous aussi, on fait des ateliers et on accompagne les équipes pour faire accoucher de leurs idées et qu'ils puissent mettre en place une première version de leur logiciel. Et on se rend compte que ça enlève toute la partie conduite du changement qu'il y avait avant pour les logiciels un peu old school, entre guillemets, permettez-moi l'expression. Mais on n'a plus cette partie conduite du changement parce que chacun est partie prenante de son logiciel et du coup, l'imagine tel qu'il le veut. Et donc, s'il se plaint, c'est juste de sa faute, en fait. Et du coup, il y a aussi cette volonté d'évolution ensuite. C'est-à-dire qu'on crée une première version et puis ensuite elle est amenée à bouger. Bah non, en fait, ce bouton, je le veux pas là parce que ça m'arrange pas, je le veux plutôt ici. Bon, bah c'est un glisser-déposer, mon bouton, il est ici. C'est plus 15 jours pour changer la place du bouton par un développeur. C'est 1 heure, c'est l'après-midi, c'est du matin au soir, c'est fait. C'est juste un glisser-déposer. N'importe qui fait son glisser-déposer, met son bouton en bas à droite au lieu de en haut à gauche et c'est fait, quoi. Benoît-Marie, combien ça coûte une solution no-code chez XAR, par exemple? Bon, par exemple, nous, on commence par 8 € par utilisateur et par mois. Comment ça fonctionne, le modèle de facturation, parce qu'il est bien spécifique? Expliquez-nous. Alors oui, nous, c'est par utilisateur interne et par mois. C'est-à-dire qu'on différencie les utilisateurs internes et externes. Par exemple, si on fait des interfaces pour ses clients, pour ses fournisseurs, pour ses prestataires, à ce moment-là, c'est d'autres populations qu'on ne va pas compter dans l'abonnement puisque c'est des gens qui ne vont pas se connecter tous les jours. Nous, on compte simplement les personnes qui s'y connectent tous les jours et qui l'utilisent au quotidien. Pourquoi ce modèle de facturation, Estelle? Pourquoi ce modèle de facturation? En fait, c'est à l'utilisation. Hein. Ouais. C'est à l'utilisation de l'application. Nous, c'est pareil. Hein. C'est à l'utilisateur ou par application. Tout dépend du nombre d'applications que l'entreprise veut mettre en place et mettre à disposition des collaborateurs. Donc, c'est vraiment ce mode très simple. Cédric, évidemment, la question, est-ce que vous, financièrement, vous y trouvez votre compte? On l'a dit au début, un développeur, 40 000 €. Voilà, est-ce que ça a été vraiment bénéfique pour vous? Déjà d'un point de vue financier, puis après peut-être l'impact aussi sur les salariés, sur l'engagement au sein de votre entreprise. Sur l'impact financier, en fait, ce que ça a surtout permis, c'est que ça nous a permis d'accompagner la croissance de l'entreprise et du coup d'éviter certaines embauches sur des postes ou sur des tâches qui nous semblaient typiquement dupliquer de la donnée. C'est quelque chose qui... Un exemple concret, pareil, pour que ça parle vraiment. Vous êtes, c'est vous notre chef d'entreprise aujourd'hui, et dites-nous concrètement. Ouais, concrètement, quand on avait les remontées terrain où on n'avait pas de process vraiment métier digitalisé, on avait vraiment des gens qui remplissaient de la donnée à un endroit et pour que d'autres personnes ressaisissent la même donnée à un autre endroit. Donc double temps, donc voilà. Perte de productivité. Aujourd'hui, je pense que les solutions qui sont mises en place, je dirais à la louche, je pense que c'est entre 1 et 2 temps plein équivalents d'éviter dans l'entreprise. Je pense sur de la saisie de données. Voilà. Donc il y a un impact financier non négligeable et le coût de ces infrastructures informatiques sont bien loin de cet équivalent temps plein, quoi. Ces solutions peu onéreuses, est-ce que ça aussi, ça rassure les entreprises en ces temps un peu de crise, en tout cas d'insécurité économique? Oui, je pense que le fait que ce soit à faible coût et qu'on puisse qu'on puisse créer un peu ce qu'on veut et comme on veut, on a un gain de temps, un gain d'argent. Le ROI est très facile à calculer, hein, comme disait monsieur. Vous aviez avant une personne qui était en amont, en aval pour faire la même chose. Aujourd'hui, une seule personne peut suffire, voire une demi-personne. Donc, on voit tout de suite le ROI en quelques mois. C'est tout à fait, c'est palpable. On est capable de dire ça. Et ce qui est aussi important, hein, c'est qu'effectivement, il y a le ROI économique, mais il y a aussi la partie humaine, les ressources humaines. C'est très important. C'est une nouvelle façon de coder, puisque par exemple dans l'entreprise, avec le changement, l'évolution des postes aussi au sein de l'entreprise, quand on a des postes à tâches répétitives, on va les basculer plutôt vers des postes un peu automatisés via des applications, mais c'est pas pour autant qu'on va se séparer des personnes. On peut aussi permettre aux personnes d'évoluer. Ces solutions, ces technologies permettent de reskiller des personnes, de leur dire aujourd'hui, voilà, est-ce que ça te plairait de développer des solutions pour l'entreprise? Comme tu as la connaissance métier, c'est peut-être important. Le travail que tu faisais avant, il va évoluer. Et en fait, ça permet aux personnes, aux personnes de rester dans l'entreprise. L'entreprise
capitalise sur ces personnes parce qu'elles connaissent le métier, elles connaissent l'entreprise, et puis la personne en elle-même, elle se dit, elle est valorisée parce qu'elle se dit, en fait, il croit en moi et je vais pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Donc en fait, c'est vraiment triple casquette, économiquement, valorisation de l'entreprise, et puis après, ça va permettre à l'entreprise de croître. Vous partagez ça Cédric, allez-y. Pour rajouter un point, il y a aussi un autre point, c'est la perte de données qu'on avait jusque-là. Quand on avait des remontées, ça pouvait être des feuilles volantes ou tout simplement quand on a des process qui peuvent être un peu longs, où on a beaucoup de données à récolter sur le terrain, on oublie juste de remplir une case sur le papier et cette donnée on l'a pas et on l'aura pas pour typiquement pour nous la remontée entre le chargé d'affaires qui va aller voir le chantier et le technicien qui doit aller faire l'installation sur le chantier. S'il lui manque des informations, c'est de la perte de temps, c'est beaucoup de problématiques qu'on n'a pas à gérer puisque l'information suit bien tout le process de vente jusqu'à la réalisation des travaux. Cédric, vous seriez lancé dans ces solutions sans accompagnement, que ce soit de la part de Microsoft, de XAR ou d'autres? Est-ce qu'il y a des risques à se lancer là-dedans sans être accompagné? Benoît-Marie. Oh. Je dirais que ça dépend des profils de personnes. Exactement. En fait, nous, on observe vraiment deux grands types de personnes. Il y a les entreprises, PME ou plus grands comptes, qui ont des bidouilleurs en interne, qui ont cette volonté et ce mindset de vouloir le faire et de pouvoir le faire. Donc, par exemple, celui qui dépatouille tout le monde sur ses feuilles de calcul ou des choses comme ça. Ah oui, il y en a toujours un, on l'a vite repéré. Et puis, il y a effectivement des entreprises où ce profil n'existe pas, ou en tout cas, on ne l'a pas identifié. Et à ce moment-là, ils ont peut-être un peu plus besoin d'accompagnement, au moins pour passer de 0 à 1, c'est-à-dire d'une première version de leur logiciel. Et après, on les aide à leur donner la main pour pouvoir complètement modifier et faire évoluer leur logiciel. Et après, ils viendront d'eux-mêmes créer de nouveaux logiciels dans le futur. Voilà. Allez, on va prendre le pouls un petit peu de la salle, également dans nos sites en région. Est-ce qu'il y a des premières questions? Est-ce que déjà c'est bien clair pour vous tous cette notion de no-code et des possibilités qui s'offrent à vous pour vos différentes entreprises? Oui, non? Un témoignage peut-être? Allez, monsieur, je vous vois osciller de la tête. Allez, oui, attendez, on vous apporte un micro. Si. Bonjour. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous appelez, quelle est votre entreprise? Moi je suis légèrement biaisé parce que je m'appelle Adrien et je fais partie de XAR. D'accord, je suis le responsable commercial. Est-ce qu'il a bien parlé? Écoutez, en tout cas ce que je peux dire c'est que toutes les problématiques, tout ce qui a été évoqué par madame ou Benoît-Marie et même monsieur, je les retrouve au quotidien quand j'échange avec les personnes, parce qu'effectivement les gens arrivent avec un besoin, ils savent pas quel outil utiliser et surtout parfois ils n'osent pas, ne serait-ce que penser qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et quand on commence à montrer l'interface, c'est là que on voit les réactions et la capacité des gens à se projeter beaucoup plus. Cette capacité d'abstraction, vous me l'avez dit plusieurs fois, ça, Benoît-Marie, quand on avait échangé. Elle est primordiale, mais tout le monde l'a pas, là encore. C'était tout notre challenge, c'est comment faire en sorte de créer des abstractions, c'est-à-dire que nous on fait un logiciel qui permet de créer des logiciels, donc on donne une capacité d'abstraction aux personnes qui vont l'utiliser, et tout notre challenge, et là où j'ai mis un peu d'amour et un peu de BEP pucheron de personnes qui n'est pas très informatique, ça a été de transformer ces abstractions en choses concrètes et faciles à utiliser par le plus grand nombre, c'est-à-dire de transformer des choses qui peuvent paraître complexes en choses beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à appréhender. Donc voilà, moi c'est aussi je pense qui a fait qu'on a fait un outil qui permet à tout le monde de l'utiliser, de s'en servir et de faire des choses qui leur paraissent satisfaisantes. C'est parce que je suis parti, j'ai aucune connaissance en informatique de base, j'ai pas fait de diplôme d'ingénieur, j'ai simplement cette envie d'aider les entreprises à se transformer plus vite avec leurs moyens, quoi. Voilà. La pénurie de développeurs, et celle vous l'évoquiez, c'est aussi une des raisons du succès du no-code? Complètement. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les courbes, on va garder les développeurs avec leurs connaissances, bien évidemment. Ils sont toujours très importants dans le développement des solutions et au global. Mais le fait d'apporter des solutions faciles à appréhender, on va démultiplier en fait le nombre. Aujourd'hui, on le voit, nous, avec le Covid, depuis 2 ans, on a à peu près 20 millions d'utilisateurs actifs par mois. Si on compare cette année versus l'année dernière, on est à plus de 80%. Donc tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui s'intéressent aux technologies, pas que Microsoft, c'est vraiment dans les globalités. Mais vraiment, on s'approprie
plus facilement ces technologies. Donc demain, on veut vraiment démultiplier tout ça et que tout un chacun dans l'entreprise puisse apporter sa connaissance métier et la mettre vraiment concrètement dans une solution. J'avais une question un peu plus technique. Ces applications, elles sont proposées en mode cloud, c'est ça? Alors, si le fournisseur il tombe en panne ou il ferme, on perd tout? Alors, nous, effectivement, on s'appuie sur un cloud provider français. On a fait le choix volontairement de tout héberger en France chez un cloud provider français avec beaucoup de certifications comme RGPD, données de santé, etc. C'est un vrai choix qualitatif et aussi parce qu'on souhaite garder la donnée en France et que les entreprises gardent leurs données en France. C'est un souhait personnel aussi. Et on a quand même beaucoup d'assurance sur le fait que c'est une entreprise qui est solide et qu'on s'appuie sur justement un partenaire fiable et qui ne va pas nous lâcher a priori. Et après, peut-être une chose importante, c'est qu'on a développé une technologie assez innovante dans le sens où on a passé pas mal de temps en recherche et développement dessus. C'est-à-dire qu'on ne génère pas de code. On génère simplement des fichiers de configuration qui sont lus par le navigateur, mais à aucun moment on va générer de code. Alors que souvent, dans les logiciels, ce qui pose problème, c'est justement le code généré, parce que c'est ça qui génère des bugs. Donc, ce qui veut dire que nous, aujourd'hui, on ne constate pas de bugs sur notre plateforme, ça peut exister, on n'est pas infaillible, mais je veux dire, sur ce que font nos clients, il n'y a pas de bugs, parce que on génère vraiment pas du tout de code. Et ce qui permet aussi, justement, de récupérer l'information beaucoup plus vite, et d'éventuellement, si jamais on souhaite changer d'outil ou quoi que ce soit, on peut tout exporter très rapidement. Voilà. Donc, pour vous, c'est vrai, 100% no code, c'est possible? Bonhomme-Marie, ouais. Pour moi, oui. Enfin, je le constate en fait. Vous le constatez. Parce que est-ce qu'à un moment, alors pareil, peut-être pas les bons termes techniques, mais voilà, si le trafic ça devient un peu lent, est-ce que tout d'un coup ça commence à coûter cher? Est-ce qu'il faut basculer peut-être vers du low code ou finalement rebasculer sur du code? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des technologies cloud qu'on appelle auto-scalables. C'est-à-dire que nous, s'il y a une personne qui se connecte ou s'il y a 10 millions de personnes qui se connectent, on va être capable d'absorber la charge parce que les serveurs vont grossir automatiquement. C'est justement, je pense, aujourd'hui, la maturité technologique du cloud qui permet au no-code de servir bien et durablement les entreprises. Voilà. Estelle, sur cette question? Pas complètement d'accord, de toute façon. Évidemment, la contradiction, c'est important. Microsoft a aussi ses propres plateformes, ses propres hébergements. En France, on est aussi certifié, on a tout ce qu'il faut pour la France et à travers le monde. Aujourd'hui, un arrêt de service n'est pas possible, qu'on soit pareil, un utilisateur ou des millions, les serveurs se mettent en place derrière pour donner accès à l'information. Donc en fait, vous avez historiquement les logiciels, vous avez ces nouvelles technologies qui viennent récupérer toutes les informations et donner l'information en temps réel. Il n'y a pas de blocage. Enfin, aujourd'hui, on a quand même les technologies qui font que on peut piloter tout ça de loin, on peut prévenir des problèmes qui peuvent arriver. Il n'y a pas de... Et pour moi, en fait, c'est comme pour certains pays d'Afrique où ils n'avaient pas du tout de réseau téléphonique et ils sont passés directement à la 5G. C'est ce qu'on permet aux PME, c'est-à-dire qu'on leur permet de passer de vieux outils un peu anciens à tout d'un coup un outil qui embarque toutes les nouveautés technologiques qui peuvent exister. Voilà. Est-ce que vous diriez, Cédric Collomb, que ce no-code, ça peut être un peu le précieux sésame, justement, vers l'univers numérique parfois un peu intimidant? C'est une porte, c'est évident. Après, pour une entreprise qui veut se digitaliser, qui n'a pas de process interne numérisé, qui est beaucoup papier, c'est vrai que sur les solutions no-code, on a la capacité d'aller faire des victoires rapides, de mettre en place des outils très rapidement pour, par exemple, dire j'ai mon formulaire d'intervention, je veux juste ça déjà dans un premier temps, sans aller beaucoup plus loin. Juste faire ça, c'est une première étape et ça va vraiment pas me coûter cher de le faire. Sur la gestion, des stocks des véhicules, je crois aussi, vous avez mis quelque chose en place. Oui, alors nous, après, c'est vrai qu'on a mis en place beaucoup... c'est vrai qu'on essaye de transformer et d'aborder tous les pans de l'activité de l'entreprise, à avoir... une version numérique de tous ces éléments. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on gère toutes les flottes de véhicules, tous nos RH sont gérés là-dessus. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est aussi sur les véhicules, par exemple, concrètement, qu'est-ce que ça a apporté? Sur les véhicules, difficile de dire ce qu'on n'a pas cassé, mais en tout cas, on a eu cassé des véhicules du fait du manque d'entretien. Aujourd'hui, l'entretien est quasiment automatisé, enfin, dans le sens où on a des remontées du véhicule
qui nous permet de dire c'est le moment d'aller faire quelque chose et de l'entretenir. Bien sûr. Quand on a 3 véhicules, ça va bien. Aujourd'hui, je crois qu'on a une vingtaine de véhicules. Ah oui. Ça devient... Si tous les freins pètent en même temps, ça fait cher l'addition. Exactement, exactement. Donc ça permet réellement de professionnaliser pas mal de choses, d'avoir des remontées là où on n'en avait pas avant. Donc globalement, ça permet d'aller beaucoup plus loin avec peu de mise en place. Voilà. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Des témoignages? Slido, Agnès? Super, une question Slido. Oui. Donc il vient des territoires, on vous remercie. On le rappelle, Tarbes, Rodez, Montpellier, Perpignan qui sont en direct avec nous. Tout à fait, Marion. Là, il s'agit d'une question qui vient de Rodez, justement, de Chan Ying, président de Sismic, qui vous pose cette question. Pouvez-vous parler du stockage des données et du RGPD avec ces différents outils no-code? Ouais. Allez, ce qu'on disait tout à l'heure, évidemment, tous les data centers sont certifiés, donc le RGPD par défaut. On va s'assurer que ça fonctionne. Et puis, de toute façon, après, quand on va développer l'application, quand on va créer l'application, on va essayer de respecter toutes ces notions de RGPD, droit à l'annulation des données personnelles et tout. Il faut respecter un certain process. Donc, après, accès aux données, de toute façon, si les données sont publiques, elles sont données, elles sont récupérables. Si on a besoin de les effacer, il y a un process qui peut être mis automatiquement derrière. Toutes les solutions permettent tout finalement. Donc le RGPD est forcément respecté aussi bien sur le stockage de la donnée que de la visualisation de la donnée. On respecte tout le process avec ces solutions. Avec, évidemment, il faudra mettre en place, c'est l'entreprise et les collaborateurs qui devront faire attention à tout ça. Mais du coup, pour donner un petit exemple très concret, sur notre plateforme, on a mis en place ce qu'on appelle des champs utilisateurs. Donc, c'est des champs qui collectent des données personnelles. Donc, on tag un champ de type utilisateur qui va collecter ou gérer des données personnelles. Et à partir de ce moment-là, on a tout préparé pour que tout soit géré bien et sans se poser de questions d'un point de vue RGPD. Voilà. Bon, très bien. Chan Ying va être satisfait de la réponse. Merci à vous. Bon. Merci beaucoup. D'autres questions? Peut-être un conseil, ou je ne sais pas, ou pour inciter les gens, s'il y avait une chose à dire pour aux entreprises Vestel pour se lancer dans le no-code, pour ou repenser, ou accélérer, ou entamer cette fameuse transformation digitale qui nous réunit aujourd'hui. Un seul mot pour les entreprises, laissez la créativité à vos employés. Je pense que c'est la meilleure solution pour accompagner la croissance de l'entreprise. Ils seront très contents de participer à tout ça. Les technologies sont là, ça reste un moyen. C'est vraiment les humains au cœur de la transformation de l'entreprise. Une dernière question, Marion. Ah, pardon, super Agnès. Repêchage. Une solution comme ClickUp entre-t-elle dans la famille no-code? Alors là, je ne connais pas. Pas connu au bataillon. Pas connu non plus. Désolée. Bon. Désolée, on peut pas répondre à cette question. Benoît-Marie, alors, un conseil ou... Moi, je dis simplement, essayez d'y croire, parce que j'ai l'impression qu'il y en a encore qui n'y croient pas beaucoup. Donc, essayez de croire que déjà, vous en êtes capable. Essayez de croire que c'est une vraie innovation de rupture qui est permise par justement cet aboutissement technologique, cette maturité technologique qui était impossible avant. Ça fait 50 ans que des gens essayent de faire du no-code, mais c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies cloud, qu'on peut y arriver vraiment et que c'est des choses qui sont solides, durables et ancrées dans le réel. Donc, juste lancez-vous, quoi. Éclatez-vous, Cédric. Oui. Cédric, il s'éclate tous les week-ends. Ouais, moi, je le soir aussi. Oui, c'est vrai que pour se lancer, il faut lever l'appréhension, en fait, de se dire, c'est un monde... C'est dans votre main, il faut... Tenez le micro un tout petit peu plus haut avec la main. Voilà, comme ça, parfait. Oui, il ne faut pas avoir peur, en fait, de l'environnement qu'on pourrait appréhender informatique et vraiment essayer de se fixer des toutes petites choses à mettre en place, mais rapidement, pour déjà avoir la satisfaction d'avoir obtenu quelque chose. Nous, c'est vrai que notre parcours fait que les choses qu'on a mis en place, on a commencé avec des toutes petites choses sans savoir où ça allait nous mener. Et c'est bien plus tard qu'on a découvert la possibilité de vraiment rentrer dans le fait qu'on a les capacités, en fait, de créer nos propres outils très puissant, mais on a commencé par, comme je vous disais, faire un petit formulaire dématérialisé qui prend rien de temps à faire, et juste ça a permis de fil en aiguille d'aller beaucoup plus loin. Donc ça, il ne faut pas hésiter vraiment
avancer. Lancez-vous. Voilà, ce sera le mot de conclusion de cette matinée. Merci à tous les trois. Merci à tous nos intervenants ce matin pour leur témoignage éclairant, pertinent, leurs précieux conseils. J'espère que vous aurez appris plein de choses ici à Toulouse et évidemment également dans les territoires. Est-ce que Catherine Pommier a appris plein de choses ce matin? On va voir ça tout de suite. Je l'invite à revenir sur scène avec moi, Catherine Pommier, que l'on peut applaudir, à revenir sur scène pour conclure donc cet événement. Catherine, vous auriez pu rester avec nous derrière, pas de souci. Alors Catherine. Alors effectivement, c'est une matinée très instructive. Ouais. Moi, je vais juste peut-être vous dire ce que moi j'en ai retenu, qui peut permettre effectivement de resynthétiser un petit peu toute cette matinée. Donc, j'ai retenu par rapport à la keynote d'Arnaud Rérol que la transfo, elle n'est pas techno. D'abord, c'est d'abord une affaire d'humain. Et c'est une problématique organisationnelle que moderniser, ce n'est pas se transformer. Donc effectivement, s'équiper d'outils de communication,